Bon, alors en attendant, pour remplir, parce qu'il faut remplir l'espace, donc vous me connaissez un petit peu, donc ça fait plusieurs mois maintenant que j'essaye d'amener avec Reynald et d'autres une vision écologique pour la Corse. Bon, je n'ai pas la prétention de faire quelque chose de nouveau, hein, mais simplement j'essaye de vous amener, de raviver en fait votre mémoire, parce que les thématiques que j'ai abordées avec vous, et notamment celles que je vais aborder aujourd'hui, sont des thématiques connues, reconnues, etc. Alors, le biorégionalisme comme base d'une écologie politique. Donc, du coup, je suis très content parce qu'au regard de ce qui a été proposé par mes deux collègues, j'ai déjà des éléments de langage pour pouvoir expliquer pourquoi le biorégionalisme a du sens. Alors, rassurez-vous, il n'y a rien d'écrit, on va jouer simplement à la lecture des images. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en écologie politique, dès qu'on parle de politique, on cite souvent Ellul, et c'est vrai qu'Ellul disait qu'il fallait une vraie doctrine fondamentale. C'est l'urgence première pour le mouvement écologique, s'il ne veut pas sombrer dans les marées d'occasions perdues. Qu'est-ce que ces marées d'occasions perdues? On ne sait pas trop, Jacques Ellul n'était pas très clair là-dessus. Du coup, pour travailler avec vous, j'ai trois axes que je vais aborder avec vous. Donc d'abord, très vite, un petit panorama sur l'écologie politique, parce que tout le monde en parle, mais on ne sait pas trop ce que c'est. C'est facile pour l'économie, pour la biologie, mais dès qu'on parle d'écologie politique, comme vous le savez, la plupart du temps, on ne parle que du haut de l'iceberg, c'est-à-dire Europe Écologie Les Verts. Donc on va voir ensemble qu'il y a deux types d'écologie, que j'appelle institutionnelle, donc Europe Écologie Les Verts pour ne pas les citer, et une autre qu'on va appeler écologie radicale, mais rassurez-vous, elle n'a rien de radical, c'est le changement qu'elle vous propose qui est radical. Donc je ne vous parle pas d'éco-terrorisme ou je ne sais quoi. Puis on abordera donc le biorégionalisme ensemble, très vite, et j'essaierai de vous montrer que, attention, le biorégionalisme n'a pas attendu les Corses, hein. Il existe dans plusieurs courants, et surtout, il a subi quelques instrumentalisations. Alors, l'écologie politique, en fait, logiquement, c'est très compliqué, parce que c'est vrai que nous, en plus, on est imprégnés par ces deux personnages jolis et basques, c'est-à-dire Jacques Ellul et Charbonneau, qui nous ont expliqué dès leur début de leur aventure que l'écologie n'est ni de droite ni de gauche. Franchement, pour être franc avec vous, ils avaient raison. Hier, aujourd'hui, ils ont tort. L'écologie est de droite comme elle peut être de gauche. Donc, l'écologie politique touche tous les domaines concernant la plupart des personnages les plus connus. Celui qui est sous le bonnet, c'est Una Bomber, pour ne pas le citer, donc quelqu'un qui a pratiqué une lutte anti-luddite. Et puis j'ai fait une petite photo à Québec d'une pastèque pour rappeler ce que disait mon professeur lorsqu'il parlait des écolos en parlant des verts pastèques. Vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Donc voilà, vous voyez le truc, donc marxisme. Et puis pour vous apercevoir que côté Europe, on a deux mouvements, un écolo très élevé, etc., et puis un autre qui, excusez-moi de le dire, mais qui pratique déjà l'écologie. Il y a même un terme pour ça, c'est l'écofascisme. Alors quand on parle d'écologie politique, il y a toujours un gars qui apparaît dans l'esprit des écologistes et des écologues, politologues, c'est le fameux Élisée Reclus. Alors sachez qu'il est vrai que c'est lui qui a vraiment amené l'idée d'écologie politique, sauf que dans ses travaux, jamais il a utilisé le terme, jamais il a employé le terme écologie. Jamais. Si vous avez envie de voir à peu près ce qu'est cette écologie institutionnelle, il y a un très bon bouquin, un très très petit fascicule, une quinzaine de pages de Pierre Charbonnier, où il nous montre en fait qu'il y a trois types d'écologie politique institutionnelle, comme je viens de le dire. Celle qui est portée par celle qu'on connaît bien, vous savez, celle qui produit l'économie verte, donc ce qu'il appelle l'écologisme du monde libéral, celui qui nous propose des voitures électriques, celui qu'on peut appeler, qui pratique l'écologie de synthèse, comme dirait Moret-Pouchkine, ou pour les adeptes de la type écologie, M. Naes parlait d'écologie artificielle. Et puis il y a d'autres aussi qui font la même chose, mais qui sont plutôt conservateurs. Il existe une écologie agraire, et il existe bien sûr une écologie qui est du même type que la première, mais qui se veut socialiste. En fait, lorsque l'écologie politique est arrivée dans vos vies et dans ma vie, c'est suite à ce rapport. Le fameux rapport, donc, Mido, le fameux rapport du Club de Rome. C'est la première fois qu'on nous dit, ben voilà, attention les amis, c'est sûr, maintenant, on le sait, il n'y a pas de donuts. Enfin, le donut qu'on vous a vendu après. C'est-à-dire que la Terre, finalement, a des limites. Et donc, le seul mot d'ordre qui est porté par ce rapport, le seul point, je dirais, qui va réunir tous les écologistes dans leur discours de verturation, on va dire, du paysage politique, ben, c'est la décroissance. Donc, avec le rapport du Club de Rome, va apparaître différents mouvements que vous connaissez. Donc voilà, pour le fun, je vous ai mis la super affiche de René Dumont en 1974.
le bouquin de René Dumont, que tout le monde connaît, au moins le titre, L'Utopie ou la mort, qui fait un peu, c'est un peu pareil que le bouquin que vous nous présentez tout à l'heure, Reynald. Puis il y a deux bouquins qui sont véritablement le moteur de cette écologie institutionnelle. C'est le bouquin de Schumacher, Small is Beautiful, le petit c'est bien, et Jacques Ellul, que vous connaissez mieux, avec son fameux pensée globale, agir localement, qui va donner pensée globalement, agir localement. Donc on est bien dans une logique de décentralisation, de réduction du territoire, bref, d'aller vers quelque chose qui serait moins mondialisé, etc. Ce que je retiens avec l'affiche, c'est la proposition. Déjà, René Dumont nous propose soit le monde, donc, comme l'a dit tout à l'heure Timothy, lui il a dit, il a cité notre œuvre, moi je vais dire le monde un peu qui nous attend à la Mad Max, vous voyez, soit quelque chose peut-être qui techniquement, vu qu'on serait dans le commun, etc., beaucoup plus ensoleillé. Donc, je n'ai pas le temps de vous expliquer grosso modo, mais les partis verts que vous connaissez, ils ont tous la même origine. Et c'est pour ça qu'en fait, ils ne font que de l'économie synthétique. C'est-à-dire que depuis les années 80, ce sont de bons partis environnementalistes. Mais comme je dis souvent à mes étudiants, c'est pas parce que vous ramassez vos cigarettes, que vous ne mangez pas de bœuf, que vous triez vos poubelles, que vous êtes écolo. Non, vous êtes de bons environnementalistes. L'écologie, logiquement, elle va plus loin. Comme l'a dit tout à l'heure Sylvie, l'écologie, elle doit tendre vers le social. Comme l'a dit Timothée, elle doit tendre vers le collectif. Bref, l'écologie se veut politique, parce qu'elle est sociale. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Alors bien sûr, ils ont des origines diverses, mais le plus souvent, il y en a une qui revient, c'est qu'on a affaire à de nouveaux mouvements sociaux. D'ailleurs, l'écologie politique prend véritablement racine dans le mouvement de libération de la femme. Oui, mesdames, c'est grâce à votre combat que l'écologie, comme le régionalisme, est apparu dans les années 70. Et ça, il faut le rappeler, voire mieux, le marteler. Oui, donc c'est compliqué. L'écologie radicale, c'est quoi? Il vous faudrait des heures pour vous en parler. On va garder comme concept primo, c'est que c'est le changement qui est proposé qui est radical. C'est-à-dire qu'en fait, il faut changer de paradigme. Ça veut dire quoi? Il faut passer du monde productiviste à quelque chose d'autre. Il y a toute une kyrielle de mouvements, là je vous ai mis les plus intéressants, et aujourd'hui ensemble on va faire le biorégionalisme. Mais il y a l'écologie profonde que je viens de citer, il y a le décroissantisme avec Castoriadis, les mouvements agraires, l'anarcho-primitivisme, c'est les fameux Amish qui font tomber notre président, l'écologie sociale qui est portée sur le municipalisme libertaire, l'écosocialisme que vous connaissez un peu plus parce qu'aujourd'hui tous les partis verts se revendiquent de l'éco-social, donc du coup ils instrumentalisent aussi ce mouvement. Mais il y a des mouvements qu'on connaît moins comme l'éco-punk ou l'éco-nationalisme. Et je ne parle pas ici de nos amis de la région, parce qu'ils font partie plutôt de l'éco-régionalisme. L'éco-nationalisme, c'est-à-dire véritablement des mouvements nationalistes puissants, étatiques, qui proposent de l'écologie. Ou alors carrément dans le nationalisme du dominant. Donc en fait, je pourrais continuer à liste, mais c'est les mouvements les plus importants qui sont considérés comme l'éco-radical. Donc ça veut dire que cette écologie, elle a une base radicale, c'est-à-dire le but, c'est le changement. C'est le vocable qui est important. Alors la formulation est vague, je suis d'accord avec tout le monde, mais il n'y en a pas d'autre. Donc partant de là, il faut voir ici l'idée que tout simplement, il faut interagir contre la société marchande. C'est le but principal. Et je suis tenté de vous rappeler que non, l'écologie radicale n'est pas forcément que de gauche. L'écofascisme en fait partie et il propose une écologie radicale, productiviste, etc. Rien à voir avec l'écofasciste, hein, donc, cette écologie commence par plusieurs nuances. Donc, d'abord, la menace nucléaire, c'est-à-dire que la naissance de l'écologie, la première fois qu'elle est politisée, c'est pour dénoncer ce système qui est basé sur l'énergie nucléaire, donc c'est dans les années 50. Ensuite, la pollution de l'environnement est arrivée très vite dans le discours, donc je ne sais pas si vous les avez dit. Et enfin, pêle-mêle, et c'est là où ça devient social, parce que l'écologie, institutionnelle comme radicale, va travailler sur ce qu'ils appellent la déshumanisation. Sylvie en a parlé, donc en gros une perte de notre humanité en raison du prisme productiviste.
Et donc, de fait, vont apparaître, comme je vous dis, des protections, notamment des minorités et le féminisme. Donc, est-ce que l'écoféminisme est écologiste? Mais en fait, l'écologie ne peut pas être autrement que féministe. Donc c'est ça l'idée de base. Pourquoi? Et pour ces écologistes, en gros, la lutte, c'est d'abord de refuser l'idée que l'homme domine la nature, de fait refuser l'idée que l'homme domine l'homme, et donc de fait refuser l'idée que l'homme domine la femme. Alors après, on peut appeler ça la domination patriarcale si vous voulez, c'est un terme qui s'emploie. Mais à la base, c'est tout simplement l'effacement des dominations. On l'a vu avec Sylvie, on l'a vu avec Timothée, on va parler de convivialisme, de solidarité, de solidarisme, bref, d'égalité. La question démographique est centrale. C'est cette question qui a fait hurler le fameux Luc Ferry avec son écofascisme et la pensée malthusienne parce qu'on doit réduire les... non, c'est pas ce qu'il propose. Et ce qu'il rappelle, c'est qu'il y a un degré de démographie acceptable. Et le but, c'est non pas de réguler, c'est pas non plus de l'eugénisme, mais d'aider au moins pour les pays les plus défavorisés à avoir une transition démographique différente. Il y avait aussi le rapport nord-sud, aujourd'hui qui est moins vrai, mais qui était important dans le cadre de l'écologie politique. Et enfin, bien sûr, je l'ai déjà dit, les liens liés aux questions sociales. Alors, le deuxième socle, je ne vais pas vous le lire, donc je vais juste vous faire des petits bons pour arriver au biorégionalisme. En fait, toutes les tendances écologiques, mais même le ELV, mais se veulent, et c'est logique, contre l'État. Critique de l'État, de la bureaucratie et du monde technicien. Ce monde-là, par exemple, va dire que ce qu'on fait aujourd'hui, malgré toutes les erreurs, tout le côté précaire, tout le côté à peu près, mais fait partie de la vraie vision. Pourquoi? Parce qu'on l'a fait entre nous en commun. Parce que tout le monde a fait l'effort pour venir. Nous-mêmes, on est venus à nos frais, carrément, Sylvie et moi. Tout le monde s'est investi pour produire un truc, même si c'est de la propre. Donc l'idée, c'est de ne plus avoir ce système étatique, bureaucratique au-dessus, mais d'aller vers d'autres formes de démocratie directe, plus participative, etc. Le retour à l'échelon local, c'est la base. Alors quand on me parle d'écologie mondialisée, que c'est l'ONU qui doit gérer, ça n'a aucun sens. L'international ne va pas vous sauver. C'est le local qui pourra forcer l'international. Donc des cadres fédéraux basés sur l'autogestion, etc. Et puis il y a une critique très acerbe du productivisme, c'est-à-dire que l'écologie politique, institutionnelle comme radicale, ne peut être que antiproductiviste. C'est-à-dire non pas une critique du progrès parce que c'est le progrès, mais de se rappeler comme des élus qu'il faut ne pas oublier que la technique, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Et donc le progrès ne vous rendra pas plus heureux. Je ne suis pas plus heureux grâce à mon téléphone, je suis beaucoup plus domestiqué par lui. Mais c'est vrai que ça m'aide, j'ai pu téléphoner à Timothée. Donc en gros, une critique de la consommation en termes de consommation de masse, et bien sûr, le b.a.-ba, on l'a vu tout à l'heure, l'environnement. Le troisième socle, je le numère simplement, donc il y aurait, pour toute écologisme politique, quelque chose qui est basé sur un plan institutionnel, comment on transforme l'État, comment on passe à une autre forme d'institution, municipalisme libertaire, peu importe le fédéralisme, peu importe le système, parce qu'en fait, le pouvoir doit être décentralisé, voire même diffus. Ce qu'on sait maintenant, et on l'a vu déjà avec mes deux collègues, c'est qu'il y a des plans économiques intrinsèques à l'écologie politique. Donc on a vu la bioéconomie, l'économie sociale et solidaire et d'autres. Donc en fait, il y aurait des logiques propres aux écologistes pour répondre à cette idée de productivisme. Donc c'est quoi le biorégionalisme? Parce que du coup, maintenant, il faudrait bien que je vous en parle à un moment donné. Mais je serais tenté de vous dire que le biorégionalisme, on pourrait presque le résumer à un seul mot, celui qui est proposé par l'un de ses, je dirais, pères fondateurs, Peter Berg, c'est l'idée de, non pas habiter, mais de réhabiter. C'est-à-dire l'idée de réapprendre à habiter le lieu qui est le nôtre. Donc c'est la base qui est proposée par Berg dès les années 70, lorsqu'il voit en Californie des sociétés qui se créent pour vivre ensemble dans l'autogestion, etc. En fait, le biorégionalisme, donc, c'est quelque chose qui est basé sur l'idée d'une région de type naturel,
c'est les travaux d'Assmann qui accompagnent Peter Berg, mais surtout l'idée de base, comme je viens de le dire, c'est réhabiter. Réhabiter pour pouvoir vivre mieux avec une région qui serait basée sur des biorégions qui seraient basées sur un écosystème. Et donc cette réhabitation passe par un retour dans la nature. Alors non, c'est pas le retour à Walpé dans la forêt, comme le mythe du bon sauvage, de Rousseau, on est loin de ça. C'est un retour de vie avec la nature, comme elle a essayé de l'expliquer Sylvie tout à l'heure, lorsqu'elle a fait ce rapprochement avec le mieux vivre, avoir ce contrat de location pour mieux habiter. Alors il y a un concept qu'on pourrait donner, c'est cette définition que je vais vous lire, qui est la première de la biorégion, qui est proposée par le professeur von Weltkirk, excusez-moi pour ma prononciation, et il nous disait en gros dans ce bouquin que le concept de biorégion a été introduit donc pour explorer la possibilité de développer véritablement une méthode de planification relativement non arbitraire pour les réalités biologiques sauvages du paysage. Donc pour lui, en fait, les biorégions sont provisoirement définies comme des aires remarquables. Au début, quand j'avais lu ce texte, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et puis plus je pense à la Corse, plus je vois l'idée. Oui, en Corse, il y a des aires remarquables de surface de la Terre. C'est-à-dire des endroits où on vit mieux en termes d'écosystèmes. Donc ces aires remarquables qui sont des écosystèmes, donc c'est ces aires-là qu'on doit réhabiter, qu'on doit réapprendre à habiter. Mais comme il le dit, Newkirk, la distribution entre l'humain et le non-humain se fait véritablement sur des domaines de répartition. Donc logiquement, on réapprend à vivre tout en remettant en place ce qu'il appelle des constructions de niches culturelles. Envers, j'ai souligné qu'il ajoute, tout en tenant compte des formations attribuées à l'occupation d'une ou plusieurs populations successives du mammifère culturel. Mais ce qu'il essaie d'entendre, c'est que c'est pas parce qu'on est corse qu'on est peut-être les meilleurs pour l'habiter. C'est ça qui est extraordinaire chez les biorégioniers. C'est-à-dire que peut-être les Inuits ont plus de capacités cognitives pour vivre en Corse. Et que donc l'idée, c'est pas une histoire de nationalisme, c'est pas une histoire de peuple au sens identitaire, c'est simplement une idée de vivre dans une logique basée sur réhabitation in situ. Et donc, la personne la plus adaptée à l'écosystème sera la personne qu'ils ont choisie. Alors, ils ne sont pas tous d'accord, hein, parce que, si je résume l'idée, en gros, la biorégion, c'est quoi? Un morceau de la biosphère, donc je cite, hein, dont les limites ne sont pas définies par des frontières administratives. Par exemple, pensons à la Corse, eh bien, on s'en fout des deux départements, c'est pas ça la frontière. La frontière, c'est les biorégions qu'elle produit, cette île. Donc du coup, c'est pas les départements, mais c'est surtout les limites géographiques et biologiques. Et l'avantage de la Corse, comme l'a dit Sylvie, c'est que c'est une île. Donc là, pour le coup, c'est beaucoup plus facile pour déjà étudier l'ensemble de cet écosystème. Son périmètre est défini par les humains qui l'habitent, de façon autodéterminée, dans la volonté de prendre soin de ce milieu de vie commun. Donc si les Inuits ont plus envie de prendre soin de la Corse que les Corses, eh bien c'est eux qui sont les plus idoines pour y vivre dessus. C'est ça l'idée des biorégioniens. Je sais que je vous choque, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que ce contexte cognitif, il est déjà proposé par Berg dès les premiers travaux. Il rappelle que les seuls qui sont les plus à même pour vivre au mieux dans les biorégions, mais ce sont ceux qu'on a tout fait pour les écarter de ce monde, c'est-à-dire le monde amérindien. Ceux qui vivaient le mieux dans ces pratiques de biorégion, c'était les Amérindiens. Où sont-ils? Eh bien, dans notre imaginaire collectif. En tout cas pour les Américains. Et donc, partant de là, il faut réapprendre avec ces exemples pour pouvoir rentrer dans ce qu'ils appellent le contexte cognitif et donc réapprendre à vivre in situ, c'est-à-dire par rapport aux limites proposées par la biorégion. Alors, les mots-clés, parce qu'il faut que j'aille vite, on l'a vu, c'est réhabitation. Ça veut dire tout simplement qu'en biorégion, l'idée c'est qu'il n'y a pas de biorégion sans réhabitation. Le but donc c'est de vivre à l'intérieur de quelque chose, mais en s'imprégnant de cette réalité qui est l'écosystème. Alors, ça tout part de Californie, c'est le texte en vert, et Berg expliquait que
en 76, quelque chose se passait. Alors je le cite, quelque chose est en train de se passer en Californie, un peu partout, se déploient des communautés de gens qui tentent de nouvelles manières de vivre sur et avec la Terre. De nouvelles manières de vivre sur et avec la Terre. Nous appelons ce phénomène réhabitation, un processus qui implique d'apprendre à vivre in situ. Et voilà qu'il est beau le programme pour la Corse, non? Réapprendre à vivre sur notre terre et réengager le phénomène de réhabitation par nos processus, par exemple, du savoir d'avant, en économie. Et je pense aux terrasses, etc. Vous voyez l'idée? Donc, c'est-à-dire réactiver pour mieux vivre in situ, mais de fait, c'est réapprendre. Réapprendre, c'est pas apprendre. Alors, le problème du biorégionalisme, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas structuré autour d'une seule et unique pensée. Vous voyez, par exemple, le marxisme, c'est cool, on va dire que c'est Karl Marx, du coup, on est tranquille. Bon, c'est pas le cas, en fait, hein, mais pourquoi pas. Là, pour le coup, il y a plusieurs pôles de pensée. Grosso modo, si je résume pour vous, mais je le fais un peu plus longuement dans l'article de la revue Rome, où je propose un plaidoyer pour la Corse, en gros, c'est plus qu'une philosophie, c'est pas une écologie profonde, ça va au-delà. C'est tiré plus des sciences écologiques. Donc on va prendre véritablement dans les sciences naturelles des éléments en biologie, en économie, même pour les sciences sociales. On va essayer d'aborder la question d'un point de vue scientifique. Deuxièmement, c'est une histoire d'adaptation. En gros, c'est plus un écologisme au sens premier du terme, donc une philosophie. Donc l'idée c'est, j'aime bien le terme que choisit mon ami Reynald pour expliquer ça. En fait, c'est ce qu'il appelle, Reynald, tout simplement l'empowerment. L'idée, c'est de savoir passer par une résidence collective, réhabitée par l'empowerment. D'ailleurs, ils emploient des fois le terme empowerment. Et de conscience collective. Et de croissance. Donc le biorégionalisme, il fait appel à un aspect culturel aussi. Connaissance des lieux, du lieu, des plantes, des animaux, du vivant, des minéraux, de l'eau, etc. Bref, si on ne connaît pas notre milieu, qu'on soit corse ou pas, on n'a pas à y vivre dessus, diraient les biorégionalistes. Si vous connaissez votre milieu, même si vous n'êtes pas corse, bienvenue dans la communauté de Testa, je serais tenté de vous dire, du biorégionalisme. Donc cette idée, elle est claire, c'est la personne la plus idoine qui doit vivre, pour répondre à la biorégionalité, qui doit vivre dans la biorégion. Ce qui est intéressant aussi avec le professeur Sall, S-A-S-A-L-E, c'est qu'il propose une vision qui est basée sur 4 critères qui sont des fondamentaux en sciences sociales, et notamment concernant les sociétés civilisées. En fait, il nous dit, voilà, le biorégionaliste a touché 4 points. Il a 4 dimensions. D'abord, l'échelle. Ça permet véritablement d'arrêter de parler, et pourtant, c'est important, et Sylvie l'a fait tout à l'heure en utilisant Serre, etc. D'autres vont parler avec Léopold, d'autres vont faire parler d'autres, même aujourd'hui, c'était à la mode, c'est Bruno Latour. Bref, on va parler d'éthique, de morale. Eux, ils disent, un peu, je serais tenté de dire, walou, tout ça. On s'en fout. Pourquoi on s'en fout? Mais parce qu'en fait, on va parler d'échelle. Exemple, la Corse. J'ai plus besoin d'aller chercher l'éthique, elle est là. Elle fait 8700 km², 360 000 habitants, donc j'ai une échelle qui est véritablement le projet de base du biorégionalisme. On ne va pas chercher une conscience éthique, dit ça. Il dit, on a déjà la conscience écologique grâce à l'échelle. Parce qu'on le voit. Tout à l'heure, de nos 2 intervenants, vous nous parlez de choses qui est du vécu, pour vous, pour moi, pour le, par exemple, etc. Donc l'échelle est là. Donc l'échelle du biorégionalisme nous permet nous donne l'occasion de ne pas chercher dans l'éthique, la morale, la philosophie, une vision. La vision part directement de l'échelle régionale. L'économie. L'économie est simple, on l'a vu, ça marche très bien, la bioéconomie, l'économie sociale et solidaire, bref. En gros, l'économie qui est proposée par les biorégionalistes est simple, c'est la décroissance. Le minima, c'est la décroissance. Après, bien sûr, d'autres pourront proposer des circuits courts, etc. Mais on se retrouve toujours dans des logiques d'autogestion. Bref, on est dans quelque chose qui serait, moi je pense, proche de la bioéconomie. Je ne suis pas spécialiste, donc du coup je me garderai de dire ils font la bioéconomie. Mais quand je lis les biorégionalistes,
j'ai l'impression de lire parfois des chapitres, dans les chapitres des écrits de Sylvie. Enfin, le politique, on a déjà vu avec mes deux collègues, moi je le fais très vite, en fait, il propose quoi? Mais comme les autres, comme tous les écolos, un pouvoir décentralisé, plus de hiérarchie, des formes de représentation démocratique, bref, plus de démocratie directe. Exactement comme les autres. Pourquoi? Parce que l'écologie est sociale. Elle répond à des crises sociales. Et la crise de base, elle est tournée sur des questions de domination, de hiérarchie, etc. Et enfin, dernier point, la société. Et là, pour le coup, la réponse la plus structurée que propose le biorégionalisme, c'est l'héritage du commun. Tourner vers quelque chose qui nous amènerait vers une expérience plus collective et cognitive. Donc vers des logiques d'échange, de commun, de solidarité. Je serais tenté de paraphraser Illich, même qu'il n'était pas biorégionaliste, mais plus de convivialité, au sens vraiment d'Illich, c'est-à-dire quelque chose qui retourne le productivisme. Le biorégionalisme a par contre trois piliers forts. D'abord, l'autosuffisance, basée sur la décroissance. Ensuite, l'autonomie administrative. On ne parle pas de politique. Là, je milite pas pour faire ou je ne sais quoi. C'est pas une histoire de statut. L'autonomie de l'individu, l'autonomie du groupe, l'autonomie institutionnelle, donc administrative, qui serait d'ailleurs un beau statut pour la Corse, non? Plutôt que peuple, langue. L'autonomie administrative, plus de compétences. Donc, partage de la chose publique et surtout plus d'égalité entre les uns et les autres. Ce qui amène, d'un point de vue philosophique, là pour le coup ils empruntent à la typicologie de M. Naès, donc ils sont tournés vers une sorte d'écosophie. Souvent ils parlent d'écosophie, c'est quoi? Mais c'est-à-dire plus de spiritualité, plus de dimension sociale, sociétale, plus d'humanisme. Mais cette spiritualité ne font pas d'eux des sorcières au sens de Cholet, vous voyez, ça n'a rien à voir. On n'est pas dans une écologie mystique, comme certains pourraient le dénoncer. On est simplement vers plus de spiritualité, au sens, par exemple, de l'écologie intégrale. D'ailleurs, je crois que même le pape en a parlé en 2015 de cette écologie intégrale, qui allait nous amener vers plus de spiritualité et de convivialité. Donc, autosuffisance, autonomie, spiritualité, donc on a les trois dimensions de l'empowerment. C'est le courant ce courant est de plus en plus connu en France, donc moi j'essaye de le faire connaître dans notre région. Il faut aussi savoir raison garder, attention de ne pas tomber non plus dans le panneau. Pour l'instant, il y a une forme de biorégionalisme qui est plus connue en France, parce que les éditions World Project proposent pas mal de bouquins, mais le biorégionalisme est beaucoup plus, je dirais, tourner vers d'autres choses. Bon là, je ne vais pas les commenter, mais je vous invite à regarder Le Territoire du Vivant de Mathias Rollo, qui est un des manifestes. Et le bouquin que j'utilise le plus souvent dans mes travaux, c'est le bouquin donc, le plus connu et qui fait office de vraiment presque de manifeste, c'est le bouquin de Kirk Patrick Sall, L'art d'habiter la Terre. Alors, cette idée d'art d'habiter la Terre, cette idée d'art d'habiter la Terre, finalement, l'ami Sall a besoin à un moment donné de nous expliquer comment il va s'y prendre, et en fait, il fait référence aux travaux du philosophe Murray Bookchin, qui a proposé une autre philosophie qui est l'écologie sociale. Pourquoi? Mais parce que c'est la seule et l'unique qui propose au final quelque chose de nouveau qui serait non pas contre la technologie, parce que je vous rappelle qu'il n'y a que Ellul qui en veut plus de la technologie. Pour Bookchin comme pour Sall, la technologie est peut-être libératrice, elle est entre les mains du commun. Mais l'idée, c'est la fin de la hiérarchie, la construction d'une éco-communauté et la mise en place finalement d'une sorte de révolte citoyenne, comme disait Bookchin, c'est-à-dire la mise en place d'une démocratie directe. Donc en gros, comme pour les autres, c'est la fin de la hiérarchie, qui est l'élément de base sur le plan politique. Cette fin de la hiérarchie repose sur des nouvelles sociétés du commun. Là encore, il emprunte à Bookchin. Ce sont des sociétés qui se sont basées sur soit l'usufruit, soit la maîtrise par la nature d'un certain groupe, soit tout simplement par le principe du minimum irréductible. En d'autres termes, on va vers des sociétés, un retour vers des sociétés basées sur l'égalité,
l'équité et la cohésion sociale. Alors c'est très philosophique, hein, mais pour la plupart, vous les connaissez. Pour la plupart, vous les connaissez, hein, ils s'inspirent donc des travaux de Kropotkin, l'entraide. Je vous rappelle que Kropotkin nous montre que Darwin a tort, hein, c'est-à-dire même les animaux s'entraident. Hein, donc l'histoire de la compétition, c'est dans notre imaginaire collectif. Et que donc, on se retrouve avec trois piliers, c'est-à-dire un pilier qui se veut anticapitaliste, donc anti-néolibéral, pour une démocratie directe, certains vous direz radicale ou réelle, c'est pareil, et enfin, une autre institutionnalisation de l'État. L'idée donc c'est de finir avec la société hiérarchique au sens que vous connaissez. Donc cela, je ne vais pas trop les faire parce que je mange trop de temps. Ces idées de communautarisme, vous les retrouvez, par exemple, dans l'héritage du Shabbat. Tout le monde connaît le Shabbat, tout le monde connaît le sous-commandant Marco, certains se tapent même des barres avec lui, d'accord, on voit qui c'est. Bon, en fait, personne ne sait qui il est, hein. Donc on sait simplement que c'est un philosophe, M. Mitchell, c'est tout. Mais Marcos a mis en place un système qui est basé là-dessus, sur le communalisme libertaire. Le zapatisme proposé par le sous-commandant Marcos, c'est l'application directe de ce que proposait Pouchkine. Un des auteurs importants, clés aujourd'hui pour comprendre l'idée, non pas d'effondrement, mais de basculement, c'est Jérôme Bachet. Je n'aurai pas le temps de vous en parler, donc on passe à la suivante. Parce qu'il y a un autre cas que vous connaissez bien aussi de ce municipalisme, un autre essai, c'est l'État de Rojava. Il est basé sur cette logique de municipalisme libertaire et il se réfère à Pouchkine et bien sûr donc Sall, je vous rappelle encore une fois, se réfère à Pouchkine. Alors maintenant, les récupérations en 3 minutes. Ce qui est intéressant, et je dis bien récupération, c'est qu'il y a au moins 2 forces qui récupèrent et instrumentalisent le biojournalisme. Instrumentalise soit à des fins positives, d'une manière positive, soit instrumentalise d'une manière négative. À vous de voir hein, lequel est négatif, lequel est positif. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a en Europe, depuis l'exemple de la LE, dans l'éco-régionalisme, une instrumentalisation de certains préceptes du biorégionalisme. Mais il y a aussi, et ça m'inquiète beaucoup plus, un écofascisme naissant dans l'ultra-droite allemande et française qui s'inspire du biorégionalisme. Alors, pour cette idée du biorégionalisme, d'abord, le biorégionalisme et l'éco-régionalisme. Le problème pour nous Français, c'est qu'il y a eu le passage avec Charbonneau. Comme vous le savez, donc Bernard Charbonneau a amené son éco-régionalisme qui a inspiré les forces politiques régionalistes corse, par exemple, qui a inspiré Régions et Peuples Solidaires, qui a inspiré Robert Laffont, l'occitaniste. Et donc Charbonneau a mis en place l'idée de régionalisme économique. Par exemple, M. Laredo, que certains connaissent, moi je me rappelle de lui, en tout cas je fais hommage à sa mémoire, se revendiquait de cet éco-régionalisme. Donc en fait, Charbonneau nous proposait de retourner à la campagne, retourner à la nature. Mais je serais tenté de dire qu'en gros, Charbonneau faisait du bio-régionalisme en gros sans le savoir. Ce qui est dommage pour la France, c'est que, en raison de Charbonneau, on a évité d'appliquer certaines lectures du biorégionalisme, ou pire encore, on l'a escamoté pour l'insérer dans une pensée qui n'est pas forcément la pensée de Charbonneau. Mais plus inquiétant, c'est l'idée de écofascisme. Parce que il y a un héritage hein, de l'économie, de l'écologie verte, les chemises vertes, excusez-moi. J'ai toujours du mal à parler de cette vignette, bon, on va la faire quand même. L'écofascisme a déjà un héritage politique avec les chemises vertes, c'est Paxson, avec l'éco-nazisme, nous dirait Simoneau, mais surtout aujourd'hui, au moment où on se parle, la nouvelle droite allemande s'inspire totalement des travaux de Sall. C'est-à-dire que les 4 points dont je vous ai parlé, l'échelle, etc., ils l'utilisent pour justifier, par exemple, l'art de vivre dans leur pays, et ils nous expliquent pourquoi les migrants ne sont pas idoines pour vivre sur leur territoire. Ils oublient les Esquimaux et les Corses. Vous voyez, ça passe pas. Donc,
Donc maintenant, l'écofascisme, si vous voulez, en gros, avoir une idée pour finir, pour qu'après je puisse vraiment l'aborder pendant une minute sur le biorégionalisme, c'est que la plupart du temps, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors je vous invite à simplement retenir ces 3 points qui nous sont proposés par l'un des plus grands spécialistes de la question, qui est Pierre Madelin. Le premier usage, il est diffamatoire, on le connaît tous, c'est Luc Ferry, vous vous rappelez, donc, ou même Valeurs Actuelles fait la même chose. Donc c'est les Malthusiens, ils sont écofascistes, etc., etc. Donc là, bon, c'est plutôt quelque chose qui est diffamant. Le deuxième usage, il est apparu beaucoup plus tôt, c'est dans les années 70. Et celui-ci m'intéresse beaucoup plus. Parce qu'on parle d'éco-autoritarisme, c'est André Gorz, c'est Bernard Charbonneau, et c'est là, en fait, ici on parlait non pas on parlait bien sûr d'écofascisme, mais il n'était pas forcément relié à des idéologies racistes ou nationalistes. L'éco-autoritarisme, c'était surtout le totalitarisme du monde libéral, industriel. D'ailleurs, Charbonneau écrit un bouquin qui s'intitule Le totalitarisme industriel. Et enfin, le troisième usage, c'est celui qu'on utilise aujourd'hui, il est issu de l'écologie anglo-saxonne, et en gros, c'est de critiquer, ou une critique, ou des critiques de l'anthropocentrisme, et celles-ci donc défendent des positions écocentrées. Ce que rappelle Madelin dans l'écofascisme, c'est qu'il y a 2 aspects, un qui est autoritariste et un qui est sacrificiel. Il parle de holisme sacrificiel. C'est le deuxième qui est plus dangereux. Le premier, bon, l'aspect autoritaire. Ce qu'on appelle l'écologie punitive. Si tu veux, ouais. Et puis même l'esprit de sacrifice. Ouais. Et maintenant qu'on les a un petit peu vus, donc je vais juste en parler rapidement. En France, en Europe, qu'est-ce qui se passe? Depuis 2008, la nouvelle droite s'est autoproclamée, avec M. Götz Grubitschek, s'est autoproclamée écolo. C'est-à-dire que c'est l'extrême droite qui se dit écolo. Et pour véritablement asseoir son écologie, mettre en place son écologie, ils vont utiliser le biorégionalisme. Mais ils vont l'associer à un mouvement qui s'appelle la réforme de la vie. Et ce mouvement, en fait, va nous proposer des idées basées sur l'agriculture biologique, les réformes alimentaires, le végétarisme, etc. Un de leurs porte-parole est le maître interplanétaire enfin, il est l'auteur d'un livre sur les recettes véganes. Donc c'est le gars qui, je ne sais plus le nom, je n'ai même pas envie de le citer. Son bouquin est lu par des millions de personnes. Mais en fait, c'est un outil pour faire passer ses pensées écofascistes. En France, c'est qui? En France, c'est Alain de Benoît. Alain de Benoît qui a mis en place le GRES, c'est-à-dire groupe de recherche d'études pour la civilisation européenne. Il y a un certain Nicolas qui aime bien ça. Le petit Nicolas. Ouais, je vois. Il n'est pas latin. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc ce mouvement, en fait, en France, il réapparaît grâce à Alain de Benoît, il s'est inséré dans le RN, il s'est inséré dans la nouvelle droite française, mais surtout il a une base intellectuelle européenne. Il est proche du groupe de l'horloge, etc., etc. Côté écofasciste, parce qu'on est là pour parler de ça. Mais en fait, c'est les premiers à mettre en place le localisme comme unité de base, exactement comme le biorégionalisme. À mettre en place l'antiproductivisme, intrinsèquement lié à l'antimondialisme. À mettre en place le paganisme, plutôt que la religion chrétienne ou une écologie basée sur la religion chrétienne. Leur écologie de base, c'est la type écologie, c'est-à-dire que même le pauvre Naès est instrumentalisé. Son écologie profonde est récupérée par ces mouvements. On va instrumentaliser donc Naès, on va mettre en place ce qui s'appelle l'ethno-différentialisme, et cet ethno-différentialisme, vous l'entendez toujours encore aujourd'hui dans les médias, hein, eh bien, il est teinté de biorégionalisme. Ils vont chercher dans le biorégionalisme pour justifier l'ethno-différentialisme. Il y a même cette peur du métissage qu'on connaît bien, on l'entend en ce moment là, devant les cinémas, etc. Donc une sorte de mixophobie, c'est issu de ce mouvement. C'est ce mouvement qui va proposer tout simplement cette idée de peur du métissage et de garantie du non-métissage au nom finalement du territoire, pas du sang, pas de la souche, comme ils disent, ils ne sont plus français de souche, mais ils sont français, le territoire culturel. Et comment ils font pour justifier tout cela? Par le biorégionalisme. Non, je ne vais pas faire ce... Donc, du coup, on le retrouve
trouve partout, hein, le biojournalisme, dans les Halles, etc. Et donc pour conclure, je serais tenté de vous dire, en gros, l'écologie politique, et soit le biorégionalisme ou autre, aujourd'hui, elle est basée sur un premier point, comme l'a dit tout à l'heure Sylvie, elle est basée sur la crise climatique. C'est l'élément de base de notre engagement, la crise climatique. Mais n'oubliez pas que l'un ne marche pas sans l'autre. On ne peut pas les séparer. La crise climatique crée de la perte dans la biodiversité. La perte de la biodiversité crée la crise climatique. Ce sont deux problèmes ensemble. Il n'y a pas de deux nœuds. Il y a un seul donut. Il n'y a pas les trois ronds ensemble. Donc ici, la biodiversité doit être sauvée pour sauver le climat. Et si je sauve le climat, je sauve la biodiversité. Bref, les engagements actuels en termes d'éco-citoyenneté sont des engagements tournés vers la fin du productivisme et le retour au convivialisme. Audier, et je dirais cette dernière phrase pour finir avec vous, nous dit dans son grand bouquin, et je vous dis, Audier a fait 3 volumes pour expliquer tout ça, qu'il faut qu'il y ait un mouvement d'initiative qui apparaisse dans la société civile. Il ne peut naître que la société civile. Le seul mouvement politique qui vous permettrait de faire naître cela par la société civile, c'est le biorégionalisme. Parce qu'il n'est ni de droite, ni de gauche. C'est simplement l'art de réhabiter. Je vous remercie, pardon, j'ai pas vu.